Il existe des hommes dont le nom seul fait trembler les empires. Des figures qui, par la seule force de leur volonté et de leur épée, ont redessiné les frontières du monde connu. Parmi eux, un conquérant se distingue par sa cruauté calculée, son génie militaire et son ambition démesurée. Son nom résonne encore aujourd'hui comme un écho de terreur et de grandeur. Tamerlan. Mais qui était vraiment cet homme ? Pourquoi un boiteux d'Asie centrale est-il devenu le fléau de l'Orient médiéval ? Comment a-t-il pu détruire des royaumes millénaires et construire un empire éphémère mais légendaire ? Et surtout, pourquoi son histoire continue-t-elle de fasciner et d'horrifier 600 ans après sa mort ? Lorsque l'on évoque le XIVe siècle, on pense souvent à la peste noire qui dévasta l'Europe, aux conflits dynastiques, aux croisades finissantes. Mais à l'Est, loin des cathédrales gothiques et des cours royales européennes, un autre monde bouillonnait. L'Asie centrale, cette immense étendue de steppes, de déserts et de montagnes, était le carrefour des civilisations. La route de la soie traversait ces terres, reliant la Chine à la Méditerranée, transportant non seulement des marchandises, mais aussi des idées, des religions, des technologies. Les villes de Samarcande, Boukhara, Hérat brillaient comme des joyaux dans le désert, leurs marchés débordés de soieries chinoises, d'épices indiennes, de tapis persans. Les mosquées aux coupoles turquoises dominaient les horizons. Les caravansérails accueillaient les voyageurs épuisés. Les madrassas formaient des savants qui commentaient Aristote en arabe et calculaient les mouvements des étoiles. Mais ce monde de raffinement vivait dans l'ombre d'un traumatisme collectif. Un siècle plus tôt, Gengis Khan et ses hordes mongoles avaient déferlé sur l'Asie, détruisant tout sur leur passage. Des millions d'hommes avaient péri, des villes entières avaient été rasées, leurs habitants massacrés jusqu'au dernier. Les pyramides de crânes s'élevaient comme des monuments à la terreur mongole. Puis l'empire de Gengis s'était fragmenté. Ses descendants régnaient sur des khanates rivaux, l'empire mongol de Chine, le khanat de la Horde d'Or en Russie, le khanat de Perse, le khanat de Djagataï en Asie centrale. Ces royaumes guerroyaient entre eux, s'affaiblissant mutuellement, laissant place à l'anarchie et aux ambitions locales. C'est dans ce contexte de chaos et de mémoire traumatique que naquit, en 1336, un enfant qui allait répéter, voire surpasser, les exploits sanglants de Gengis Khan. Son nom de naissance était Timur, qui signifie fer en langue turque. Il vit le jour dans le village de Ketch, près de l'actuel Charisabz en Ouzbékistan, au cœur du khanat de Djagataï. Sa famille appartenait à la tribu des Barlas, un clan turco-mongol qui avait accompagné les conquêtes de Gengis Khan, mais qui, au fil du temps, s'était sédentarisé et islamisé. Le père de Timur, Taragaï, était un chef de clan mineur, pas un grand prince, mais suffisamment influent pour que son fils reçoive une éducation soignée. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, Timur n'était pas un barbare illettré. Il parlait plusieurs langues. Le tchagatai, dialecte turc de la région, le persan, langue de la culture et de l'administration, et utilisait l'arabe à travers le cadre religieux et administratif, langue du Coran et de la science. Il s'intéressait à l'histoire, en particulier au récit des conquêtes de Gengis Khan et d'Alexandre le Grand, deux figures qu'il admirait et cherchait à imiter. Il était musulman sunnite, fervent dans sa foi, mais pragmatique dans son application. Il utilisait la religion comme un outil de légitimation, se présentant comme le défenseur de l'islam contre les infidèles et les hérétiques, tout en n'hésitant pas à massacrer des musulmans lorsque cela servait ses intérêts. La jeunesse de Timur reste enveloppée de légendes et de contradictions. Les sources de l'époque sont rares et souvent contradictoires, rédigées soit par des courtisans désireux de flatter le conquérant, soit par des victimes horrifiées par ces atrocités. Ce que l'on sait, c'est qu'il grandit dans un monde violent, où la survie dépendait de la force, de la ruse et de la capacité à nouer des alliances. Le khanat de Djagataï
censé être un État unifié, était en réalité un patchwork de tribus rivales, de seigneurs locaux et de villes semi-autonomes. Les Khans mongols, descendants de Gengis, régnaient nominalement, mais leur pouvoir était contesté par des émirs ambitieux, dont beaucoup n'avaient aucun lien de sang avec la lignée gengis-khanide. Timour comprit très tôt que pour s'élever, il devait jouer le jeu des alliances matrimoniales, des trahisons calculées et des démonstrations de force. Dans sa jeunesse, il servit comme mercenaire, vendant son épée au plus offrant. Il participa à des raids contre des villages, des caravanes, des clans rivaux. C'est au cours de l'une de ces escarmouches, dont les détails exacts restent obscurs, qu'il reçut les blessures qui allaient lui donner son surnom. Une flèche, ou une épée selon les versions, le blessa à la jambe droite, le rendant boiteux pour le reste de sa vie. Une autre blessure endommagea gravement sa main droite. Ces infirmités auraient pu mettre fin à sa carrière militaire. Dans une société où la prouesse physique était une vertu cardinale, un guerrier estropié était souvent condamné à l'obscurité. Mais Timur transforma son handicap en légende. Il ne chercha jamais à dissimuler sa boiterie. Au contraire, il en fit un signe de sa résilience, de sa volonté de faire. Les Persans l'appelèrent Timur Ilang, Timur le boiteux, nom qui fut déformé en Tamerlan par les Européens. Au milieu du XIVe siècle, l'Asie centrale était déchirée par une guerre civile permanente. Le khan de Jagatai, Tuglug Timur, tenta de restaurer l'autorité centrale en envahissant la Transoxiane, la région entre les fleuves Amu-Darya et Sir-Darya, cœur de l'ancien royaume. Timur, alors jeune chef de guerre, se rallia à lui, espérant gagner influence et pouvoir. Tuglug Timur le nomma émir de Ketch, une position modeste, mais qui donnait à Timur une base territoriale. Mais Timur n'était pas homme à se contenter d'un petit fief. Il observait, calculait, attendait son heure. Sa grande chance vint lorsqu'il rencontra un autre émir ambitieux, Hussein, petit-fils d'un puissant seigneur. Les deux hommes, à peu près du même âge, se lièrent d'amitié et décidèrent de s'allier contre leurs ennemis communs. Pendant plusieurs années, Timur et Hussein menèrent une existence précaire, fuyant les armées du Khan, rassemblant des partisans, perdant des batailles, gagnant des escarmouches. Ils étaient presque des bandits, survivant de pillages et de raids. Les chroniqueurs rapportent qu'ils vécurent parfois avec seulement une poignée d'hommes, dormant dans des grottes, se nourrissant de pain sec et de viande séchée. Mais cette période de vache maigre forgea le caractère de Timur. Il apprit la patience, la ruse, la capacité à motiver des hommes désespérés par la promesse du butin et de la gloire. Il comprit que la loyauté s'achetait avec de l'or et du sang, que les alliances étaient éphémères, que seule la victoire comptait. En 1364, Tuglug Timur mourut, laissant le khanat de Jagatai dans le chaos. Timur et Hussein en profitèrent pour lancer une offensive contre les gouverneurs mongols et reprendre le contrôle de la Transoxiane. Après plusieurs années de guerre, ils parvinrent à s'emparer de Samarcande, la perle de l'Asie centrale, en 1366. La ville était en ruine, affaiblie par des décennies de conflits, mais elle restait un symbole de prestige. Qui contrôlait Samarcande contrôlait la route de la soie, donc la richesse et le pouvoir. Timur et Hussein se partagèrent le pouvoir, mais cette alliance était vouée à l'échec. Deux loups ne peuvent partager la même proie. Les tensions entre les deux hommes s'exacerbèrent rapidement. Hussein contrôlait formellement Samarcande, mais Timur, basé à Ketch, gagnait en influence. Timur était plus charismatique, plus impitoyable, plus visionnaire. En 1370, prétextant que Hussein avait fait exécuter un parent de Timur, ce dernier déclara la guerre à son ancien allié. Le conflit fut bref, mais brutal. Timur assiégea Samarcande, affamant la population, promettant le pardon à ceux qui ouvriraient les portes. Finalement,
Trahi par ses propres partisans, Hussein fut capturé. Timour le fit exécuter, éliminant ainsi le dernier obstacle à son pouvoir absolu. Pour légitimer son règne, Timour épousa la veuve de Hussein, Sarai Mulk Khanum, une descendante directe de Gengis Khan. Ce mariage lui permit de se proclamer gendre du Khan, lui conférant une légitimité dynastique qu'il ne possédait pas par le sang. Mais Timour, conscient des limites de sa légitimité, ne se fit jamais appeler Khan. Ce titre était réservé aux descendants de Gengis Khan. Au lieu de cela, il porta le titre d'émir, se positionnant comme le protecteur et le régent de Khan fantoche qu'il plaçait sur le trône. Ces Khan, descendants de Gengis, régnaient en théorie, mais Timour détenait tout le pouvoir réel. C'était un coup de génie politique. Il respectait formellement les traditions mongoles tout en exerçant un contrôle dictatorial. Une fois maître de la Transoxiane, Timour se lança dans la consolidation de son pouvoir. Il réorganisa l'armée, supprimant les structures tribales traditionnelles pour les remplacer par des unités basées sur la compétence et la loyauté personnelle envers lui. Il imposa une discipline de fer, punissant de mort la moindre insubordination. Son armée, composée de cavaliers turcs et mongols, était rapide, mobile, impitoyable. Les soldats étaient récompensés généreusement en cas de victoire, avec du butin, des terres, des esclaves. Timur comprenait que la guerre devait être rentable pour ses hommes, sinon ils se rebelleraient. Il institua un système de recensement minutieux de la population et des ressources, permettant de mobiliser rapidement des troupes et de lever des impôts. Il fit de Samarcande sa capitale, y attirant des artisans, des savants, des marchands. Il ordonna la construction de palais, de mosquées, de jardins, transformant la ville en une vitrine de sa grandeur. Mais Timur n'était pas un roi qui se contentait de gérer un royaume. Son ambition était illimitée, son appétit de conquête insatiable. Il regardait autour de lui et voyait un monde mûr pour être pris. À l'ouest, la Perse était divisée entre plusieurs dynasties rivales. Au sud, l'Inde était fragmentée en sultanats musulmans et royaumes hindous. Au nord, la Horde d'Or, l'ancien empire mongol de Russie, s'affaiblissait. À l'est, la Chine était sous le contrôle de la dynastie Ming, trop puissante pour être attaquée directement, mais dont les marges pouvaient être harcelées. Timur décida de commencer par la Perse, un pays riche, cultivé, mais militairement faible. En 1380, Timur lança sa première grande campagne de conquête. Il envahit le Khorassan, une province persane prospère, dotée de villes riches comme Hérat, Nishapur, Merv. Ses armées déferlèrent comme une tempête, dévastant tout sur leur passage. Les villes qui se rendaient sans résistance étaient épargnées, bien que lourdement taxées. Celles qui résistaient subissaient un sort terrible. Timur avait développé une méthode de terreur systématique. Après la prise d'une ville rebelle, il ordonnait le massacre de la population, ou du moins d'une grande partie. Les hommes étaient décapités, les femmes et les enfants vendus en esclavage. Les têtes des victimes étaient empilées en pyramides devant les portes de la ville, un avertissement macabre pour les autres cités. Ce n'était pas de la cruauté gratuite, mais une stratégie calculée. Timur voulait que la peur de son nom se répande, que les villes se rendent sans combattre, économisant ainsi ses troupes et accélérant ses conquêtes. Hérat, la grande métropole du Khorassan, fut assiégée. La ville, protégée par des murailles épaisses et défendue par une garnison courageuse, résista plusieurs mois. Timur fit construire des tours de siège, creuser des tunnels, bombarder les murs avec des catapultes. Finalement, en 1381, la ville tomba. Timur, furieux de la résistance prolongée, ordonna un massacre. Les chroniqueurs rapportent que des milliers d'habitants furent tués,
que les rues furent inondées de sang. Pourtant, Timur n'était pas un destructeur aveugle. Il épargna les artisans qualifiés, les savants, les artistes, qu'il déporta à Samarcande pour embellir sa capitale. Il ordonna la restauration des mosquées et des bazars, car il comprenait que les villes ruinées ne produisaient pas de richesse. Sa cruauté était sélective, ciblée, instrumentalisée. Après la Perse orientale, Timur se tourna vers le Caucase et l'Iran occidental. Il affronta la dynastie des Djalayirides, qui régnait sur Bagdad et l'Irak. En 1386, il prit Tabriz, la capitale djalayiride, sans grande difficulté. Mais le véritable objectif de Timur en Perse n'était pas seulement territorial. Il voulait détruire ses rivaux potentiels, en particulier Tokhtamysh, le khan de la Horde d'Or. Tokhtamysh avait été autrefois un protégé de Timur. Jeune prince en exil, il avait trouvé refuge à la cour de Timur, qui l'avait aidé à reconquérir le trône de la Horde d'Or. Mais une fois au pouvoir, Tokhtamysh avait oublié sa dette de gratitude. Il avait commencé à empiéter sur les territoires de Timur, à attaquer ses caravanes, à revendiquer la suzeraineté sur l'Asie centrale. Timur, furieux de cette trahison, décida de punir son ancien protégé. En 1388, Timur lança une première expédition contre Tokhtamysh. Les deux armées s'affrontèrent dans les steppes du Kazakhstan. La bataille fut indécise et Timur dut se retirer. Mais il n'avait pas dit son dernier mot. En 1391, il revint avec une armée plus nombreuse et mieux préparée. Cette fois, il traqua Tokhtamysh dans les immensités de la Russie méridionale, détruisant ses bases, dispersant ses troupes. Tokhtamysh, vaincu, s'enfuit vers le nord, cherchant refuge auprès de princes russes et lituaniens. Timur ne le poursuivit pas en territoire russe, mais il ravagea la région de la Volga, détruisant la capitale de Saraï et les grands centres urbains de la basse Volga, capitale de la Horde d'Or. Ces destructions marquèrent le début du déclin définitif de la Horde d'Or, qui ne se relèverait jamais de ses coups. Pendant ses campagnes contre Tokhtamysh, Timur fit preuve d'une cruauté particulière envers les populations locales. Les chroniqueurs russes rapportent que ses troupes incendièrent les églises, massacrèrent les moines, pillèrent les monastères. Pourtant, Timur se considérait comme un musulman pieux. Cette contradiction apparente s'explique par sa vision pragmatique de la religion. Pour lui, l'islam était une identité politique et culturelle, un outil de légitimation de son pouvoir, mais pas un frein à ses ambitions. Il justifiait ses massacres en prétendant punir les infidèles, les hérétiques, les rebelles. Il se présentait comme le brave vengeur d'Allah, le défenseur de la vraie foi contre les ennemis de l'islam. Ses victimes, qu'elles soient chrétiennes, musulmanes ou autres, n'étaient que des obstacles à son destin messianique. En 1392, Timur entreprit une série de campagnes en Perse occidentale et en Mésopotamie. Il affronta plusieurs dynasties locales, les Mozaffarides, les Djalayirides, les Sarbadars. Ces petits royaumes, affaiblis par des décennies de guerres intestines, ne purent résister à la machine de guerre timouride. Les villes de Shiraz, Ispahan, Bagdad tombèrent successivement. À chaque conquête, Timur appliquait sa méthode éprouvée. Massacre sélectif, déportation des élites, pillage systématique. Mais il laissait toujours une infrastructure administrative pour collecter les impôts et maintenir l'ordre. Il n'était pas un simple pillard nomade, il construisait un empire, même si cet empire était fondé sur la terreur. Bagdad, l'ancienne capitale du califat abbasside, symbole de la grandeur islamique, subit un sort particulièrement cruel.
En 1393, Timur assiégea la ville. La population, terrifiée par sa réputation, se rendit rapidement. Timur promit la clémence, mais lorsqu'une révolte éclata peu après, il ordonna un massacre général. Les récits de l'époque parlent de 20 000 morts, peut-être davantage. Les têtes des victimes furent empilées en 120 pyramides, une pour chaque millier de morts. Le fleuve Tigre, racontent les chroniqueurs, fut rouge de sang pendant des jours. Les mosquées, les bibliothèques, les palais furent pillés. Des manuscrits anciens, trésors de la civilisation islamique, furent brûlés ou jetés dans le fleuve. Pourtant, quelques semaines plus tard, Timur ordonna la reconstruction de la ville, la restauration des mosquées, le retour des marchands. Cette dualité, cette alternance de destruction et de construction, caractérisait sa méthode de gouvernement. En 1394, Timur se tourna vers le Caucase. Il envahit la Géorgie, royaume chrétien qui avait résisté pendant des siècles aux invasions musulmanes. Le roi de Géorgie, George VII, tenta de négocier, offrant un tribut, des otages, la soumission formelle. Mais Timur exigea la conversion à l'islam, une demande inacceptable pour un roi chrétien. La guerre fut brutale. Les armées timourides dévastèrent le pays, brûlant les églises, massacrant les populations, déportant des milliers de Géorgiens en Asie centrale. Pourtant, la Géorgie ne fut jamais totalement soumise. Ses montagnes escarpées, ses forteresses imprenables, la ténacité de ses habitants empêchèrent Timur de contrôler durablement le pays. Il dut se contenter de razzias périodiques, détruisant méthodiquement l'économie géorgienne pour affaiblir sa capacité de résistance. Pendant ces années de conquêtes incessantes, Timur ne négligeait jamais Samarcande. Il faisait revenir de chaque campagne des artisans, des savants, des architectes qu'il installait dans sa capitale. Il ordonnait la construction de palais somptueux, de jardins paradisiaques, de mosquées aux coupoles scintillantes. Il voulait faire de Samarcande la plus belle ville du monde, un symbole de sa puissance et de sa grandeur. Les voyageurs qui visitaient la ville à cette époque étaient éblouis par son opulence. Les bazars débordaient de marchandises venues de Chine, d'Inde, de Perse, d'Europe. Les rues étaient pavées, les fontaines publiques offraient de l'eau fraîche, les caravansérails accueillaient les marchands du monde entier. Mais derrière cette façade de prospérité se cachait une réalité plus sombre. Les richesses de Samarcande étaient le fruit du pillage. Les merveilles architecturales avaient été construites par des esclaves. La splendeur de la ville reposait sur les ruines de dizaines de villes détruites. En 1396, Timur décida de s'attaquer à un adversaire de taille, le sultanat de Delhi. L'Inde du Nord, riche et prospère, attirait depuis des siècles les convoitises des conquérants. Les sultans de Delhi régnaient sur un vaste territoire, contrôlant les plaines du Gange, les richesses du commerce indien, les routes vers le sud. Mais le sultanat était affaibli par des révoltes internes, des luttes dynastiques, des invasions mongoles antérieures. Timur savait que l'Inde était une proie facile, et surtout une proie incroyablement riche. Il prépara minutieusement son invasion, rassemblant une armée de 90 000 hommes, accumulant des provisions, planifiant l'itinéraire à travers les montagnes de l'Hindou-Kouch. En septembre 1398, l'armée timouride franchit l'Indus. La marche à travers les montagnes fut éprouvante. Les soldats durent affronter le froid, la faim, les embuscades des tribus locales. Mais Timur, âgé de plus de 60 ans mais toujours aussi déterminé, mena ses troupes avec une discipline de fer. Une fois dans les plaines du Pendjab, l'armée se déploya et commença à ravager la région. Les villes de Multan, Dipalpur, Bathinda furent prises et pillées. Les habitants, musulmans ou hindous, subirent le même sort.
massacres, viols, esclavage. Timur justifiait ces atrocités en prétendant punir les hindous infidèles et les musulmans tièdes qui ne respectaient pas assez la charia. En réalité, il s'agissait d'un pillage systématique motivé par le désir de butin et de gloire. Le sultan de Delhi, Mahmoud Tourlak, tenta d'organiser une défense. Il rassembla une armée de 100 000 hommes, composée de cavaliers afghans, de fantassins indiens, d'éléphants de guerre. En décembre 1398, les deux armées s'affrontèrent près de Delhi, sur les rives de la Yamuna. La bataille fut spectaculaire. Les éléphants indiens, impressionnants mais maladroits, furent neutralisés par les archers montés de Timur, qui les effrayèrent avec des flèches enflammées et des cris stridents. La cavalerie timouride, rapide et disciplinée, enveloppa les flancs de l'armée indienne, semant la panique. Mahmoud Tourlak s'enfuit, abandonnant son armée et sa capitale. Delhi était ouverte. Timur entra dans Delhi en janvier 1399. Initialement, il ordonna que la ville soit épargnée si la population restait calme et payait une rançon. Mais lorsque des rumeurs de rébellion circulèrent, il déclencha un massacre préventif. Pendant 3 jours, ses soldats massacrèrent, pillèrent, violèrent. Les chroniqueurs indiens parlent de 100 000 morts, un chiffre probablement exagéré, mais qui témoigne de l'ampleur de l'horreur. Les temples hindous furent détruits, leurs trésors pillés. Les mosquées ne furent pas épargnées si elles contenaient des richesses. Le butin fut colossal. Or, argent, pierres précieuses, soieries, esclaves. Timur fit démonter les portes de bronze de la grande mosquée de Delhi pour les emporter à Samarcande. Des milliers d'artisans indiens, notamment des maçons et des tailleurs de pierre, furent déportés pour travailler aux constructions de Timur. Après 2 semaines à Delhi, Timur repartit vers le nord, traversant à nouveau l'Hindoukouche avec son butin. L'expédition indienne avait été un succès stratégique et financier. Elle avait enrichi Timur et ses soldats, terrorisé l'Inde du Nord, démontré sa puissance aux yeux du monde. Mais elle avait aussi révélé les limites de son empire. Timur ne cherchait pas à annexer l'Inde, à gouverner Delhi. Il était un conquérant, pas un administrateur. Son empire était une structure prédatrice, basée sur le pillage périodique des régions voisines. Il n'avait ni la volonté, ni les moyens de gouverner durablement des territoires aussi vastes et divers. De retour en Asie centrale en 1400, Timur ne se reposa pas. Il avait maintenant 64 ans, un âge avancé pour l'époque, et sa santé déclinait. Mais son ambition restait intacte. Il regardait désormais vers l'ouest, vers l'Anatolie et le Proche-Orient, où 2 grandes puissances s'affrontaient, l'Empire ottoman et le sultanat mamelouk d'Égypte. Les Ottomans, sous le règne du sultan Bayezid Ier, surnommé la Foudre pour la rapidité de ses conquêtes, avaient étendu leur domination sur les Balkans et l'Anatolie. Ils menaçaient Constantinople, assiégeaient les derniers bastions chrétiens en Europe. Les Mamelouks contrôlaient l'Égypte, la Syrie, la Mecque et Médine, se posant en défenseurs des lieux saints de l'islam. Timur, jaloux de leur prestige et avide de leurs richesses, décida de les affronter. En 1400, Timur envahit la Syrie. Il assiégea Alep, grande ville commerciale et intellectuelle. La population, sachant ce qui attendait les villes qui résistaient, tenta de négocier. Mais Timur exigeait une soumission totale. Après quelques semaines de siège, Alep tomba. Le massacre fut terrible. Les chroniqueurs parlent de 20 000 morts. La grande mosquée omeyyade fut pillée, ses trésors emportés. Les savants, les poètes, les artisans furent déportés à Samarcande. Les têtes des victimes furent empilées en pyramides, comme à Bagdad. Puis Timur se dirigea vers Damas, la perle de la Syrie, ville mythique où avaient vécu des prophètes, des califes, des savants.
Damas tenta de résister. Ses murailles étaient solides, sa garnison courageuse. Mais Timur employa toutes les techniques de siège connues. Tours mobiles, catapultes, tunnels, bombardements incendiaires. En mars 1401, la ville capitula. Timur promit d'épargner la population si elle payait une rançon. La rançon fut payée, mais Timur, prétextant que certains habitants avaient caché des trésors, ordonna quand même un pillage. Les mosquées, les bibliothèques, les souks furent saccagés. Des manuscrits anciens, des œuvres d'art, des objets précieux furent volés ou détruits. Des milliers d'habitants furent emmenés en esclavage. Damas, qui avait été un centre intellectuel de l'islam, ne se relèverait pas de cette destruction pendant des décennies. Après la Syrie, Timur se tourna vers Bagdad, qu'il avait déjà conquise en 1393, mais qui s'était rebellée. En 1401, il assiégea à nouveau la ville. Cette fois, il voulait faire un exemple définitif. Après la prise de Bagdad, il ordonna le massacre systématique de la population. Les chroniqueurs rapportent que chaque soldat de l'armée timouride devait apporter au moins 2 têtes, sous peine de mort. Des pyramides de crânes s'élevèrent à nouveau. On parle de 90 000 morts, peut-être plus. Le nombre exact importe peu. Ce qui compte, c'est l'intention. Timur voulait que Bagdad, symbole de la grandeur islamique, soit rayée de la carte. La ville fut si complètement détruite qu'elle demeura en ruine pendant des siècles. Les canaux d'irrigation furent détruits, les champs abandonnés, la population dispersée. Bagdad, autrefois capitale du monde musulman, entra dans un déclin dont elle mit des siècles à se relever. Pendant que Timour dévastait le Proche-Orient, le sultan ottoman Bayezid était occupé en Europe, assiégeant Constantinople. Mais les nouvelles des conquêtes de Timour l'inquiétèrent. Plusieurs princes anatoliens, vassaux des Ottomans, avaient profité de la situation pour se révolter et offrir leur soumission à Timour. Bayezid, furieux, envoya des ambassadeurs à Timour, exigeant qu'il cesse d'interférer dans ses affaires et qu'il restitue les princes rebelles. Timour, loin d'être intimidé, répondit par des insultes. Il traita Bayezid de parvenu, de simple chef de guerre qui osait se comparer à lui, descendant spirituel de Gengis Khan. Il accusa Bayezid de négliger la guerre sainte contre les chrétiens pour s'enrichir aux dépens des musulmans. La guerre entre les 2 titans était désormais inévitable. En 1402, Timour envahit l'Anatolie. Bayezid rassembla une armée et marcha à sa rencontre. Les 2 armées se rencontrèrent près d'Ankara en juillet 1402. La bataille d'Ankara fut l'une des plus grandes confrontations du Moyen Âge. Les 2 camps alignaient des dizaines de milliers de soldats, cavalerie lourde, archers montés, fantassins, auxiliaires. Bayezid avait l'avantage du nombre, mais Timur avait l'expérience et la ruse. Il avait secrètement négocié avec certains vassaux de Bayezid, notamment les émirs anatoliens et les contingents tartares qui servaient dans l'armée ottomane. Au moment crucial de la bataille, ces troupes changèrent de camp, semant la confusion dans les rangs ottomans. L'armée de Bayezid s'effondra. Le sultan ottoman, entouré de ses derniers fidèles, tenta de fuir mais fut capturé. La capture de Bayezid fut un coup de tonnerre dans le monde musulman. Un sultan ottoman, l'homme qui avait humilié les croisés à Nicopolis, qui avait menacé Constantinople, était prisonnier d'un conquérant asiatique. Timur traita Bayezid avec un mélange de respect et de cruauté. Il le garda prisonnier, l'emmenant dans ses déplacements, le montrant comme un trophée. Les récits occidentaux, souvent embellis, racontent que Bayezid fut enfermé dans une cage de fer et exhibé comme un animal. La réalité est probablement moins dramatique. Bayezid fut gardé sous surveillance étroite, traité conformément à son rang, mais soumis à une humiliation constante, mais humilié psychologiquement. Il mourut en captivité en mars 1403,
probablement de maladie ou de désespoir. Après la bataille d'Ankara, Timur ravagea l'Anatolie. Les villes de Smyrne, Éphèse, Bursa furent prises et pillées. Smyrne, bastion des chevaliers hospitaliers, résista héroïquement mais tomba finalement. Timur ordonna le massacre de la garnison chrétienne et fit jeter les têtes des chevaliers dans la mer. Bursa, capitale ottomane, fut pillée, ses mosquées profanées, ses palais détruits. L'Empire ottoman, qui semblait invincible quelques années plus tôt, était au bord de l'effondrement. Les fils de Bayezid se disputèrent le trône, déclenchant une guerre civile qui durerait une décennie. Timur avait détruit le principal rival musulman qui pouvait contester sa prétention à être le maître de l'Orient. Pourtant, Timur ne chercha pas à annexer l'Anatolie. Une fois de plus, il se contenta de piller, de détruire, de terroriser, puis de repartir. Son empire n'était pas conçu pour gouverner durablement des territoires éloignés. C'était une machine de guerre perpétuelle qui devait constamment conquérir pour survivre. Timur le savait. Il savait aussi que son empire ne lui survivrait probablement pas. Mais cela ne le préoccupait guère. Il était obsédé par une dernière conquête, la plus ambitieuse de toutes, la Chine. La Chine, sous la dynastie Ming, était le pays le plus riche et le plus peuplé du monde. Ses empereurs régnaient sur des centaines de millions de sujets, contrôlaient des ressources immenses, commandaient des armées de centaines de milliers d'hommes. Attaquer la Chine était une folie, une mission suicidaire. Mais Timur, vieillissant, malade, obsédé par sa place dans l'histoire, voulait réussir là où Gengis Khan avait dû se contenter de conquêtes partielles. Il voulait soumettre la Chine, se présenter comme le maître du monde. En 1404, il commença à préparer l'invasion. Il rassembla une armée gigantesque, 200 000 hommes selon certaines sources, accumula des provisions, fit fabriquer des armes, étudia les cartes. En décembre 1404, l'armée se mit en marche vers l'est. C'était l'hiver, la saison la plus rude. Timur, âgé de 68 ans, était gravement malade. Il souffrait de fièvre, de douleur, de faiblesse. Ses médecins le suppliaient de reporter l'expédition, mais il refusa. Il savait que c'était sa dernière chance, que s'il attendait, il mourrait sans avoir accompli son rêve. L'armée avança lentement à travers les steppes glacées du Kazakhstan. Les soldats souffraient du froid, de la faim, de l'épuisement. Le moral baissait. Timur, transporté dans une litière, tentait de galvaniser ses troupes, mais sa voix était faible, son corps brisé. En février 1405, l'armée atteignit Otrar, une ville frontière près de la frontière chinoise. Timur y fit étape, espérant récupérer avant de poursuivre. Mais son état empira. Il était consumé par la fièvre, délirant par moments. Autour de son lit de mort se rassemblèrent ses fils, ses généraux, ses courtisans, tous se demandant qui lui succéderait, comment se partageraient l'empire et le butin. Timur, dans de rares moments de lucidité, tenta de désigner un héritier, de donner des instructions, mais ses paroles étaient confuses, contradictoires. Le 18 février 1405, Timur mourut. Son corps fut ramené à Samarcande et enterré dans le mausolée qu'il avait fait construire, le Gour Amir, un chef-d'œuvre architectural aux coupoles bleu turquoise, orné de mosaïques, de calligraphie, de marbre précieux. On raconte qu'une malédiction fut gravée sur son tombeau, avertissant que celui qui l'ouvrirait déchaînerait un grand malheur. En 1941, des archéologues soviétiques ouvrirent le tombeau pour étudier les restes de Timur. Quelques jours plus tard, l'Allemagne nazie envahit l'Union soviétique. Coïncidence? Mythe? Légende? Peu importe. Ce qui compte, c'est que Timur, même 6 siècles après sa mort, continue de fasciner et d'effrayer.
Avec la mort de Timur, son empire s'effondra rapidement. Ses fils et petits-fils se disputèrent le pouvoir, déclenchant des guerres civiles sanglantes. Le vaste territoire conquis se fragmenta en principautés rivales. Les peuples opprimés se révoltèrent, les vassaux reprenant leur indépendance. En moins de 50 ans, l'empire timouride n'était plus qu'un souvenir. Seule la dynastie moghole, fondée en Inde au XVIe siècle par Babour, un descendant de Timour, perpétua son héritage. Les empereurs moghols, qui régnèrent sur l'Inde jusqu'au XIXe siècle, se réclamaient de Timour, admiraient son génie militaire, imitaient son mécénat culturel, même s'ils tentaient d'oublier sa cruauté. Pourquoi Timour fut-il si cruel ? Cette question obsède les historiens depuis des siècles. Était-ce un sadique, un psychopathe, un monstre ? Ou bien sa cruauté avait-elle une logique, une rationalité ? Les sources de l'époque offrent des réponses contradictoires. Les chroniqueurs musulmans, souvent à son service, le décrivent comme un héros, un défenseur de l'islam, un châtieur des impies et des rebelles. Les victimes, quand elles ont pu témoigner, le dépeignent comme un démon, un fléau envoyé par Dieu pour punir les péchés de l'humanité. Les historiens modernes, plus nuancés, soulignent que la cruauté de Timur était à la fois personnelle et stratégique. Il avait probablement un tempérament violent, aggravé par une vie de guerre, de trahison, de souffrance physique. Mais sa cruauté était aussi calculée, instrumentalisée pour terroriser les ennemis, accélérer les conquêtes, maintenir la discipline dans ses armées. Dans le contexte du XIVe siècle, où la guerre était brutale et où la notion moderne de droit de l'homme n'existait pas, Timur n'était pas une exception. Il était simplement plus efficace, plus systématique, plus spectaculaire dans son emploi de la terreur. Pourtant, Timur n'était pas qu'un destructeur. Il fut aussi un bâtisseur, un mécène, un amoureux des arts et des sciences. À Samarcande, il fit construire des monuments qui comptent parmi les chefs-d'œuvre de l'architecture islamique. Le Réghistan, vaste place entourée de madrassas aux façades ornées de mosaïques bleues et or, témoigne de son ambition de faire de Samarcande une capitale culturelle. La mosquée Bibi Kanoum, construite en l'honneur de son épouse principale, était l'une des plus grandes du monde musulman, avec une coupole de 50 mètres de haut, des minarets vertigineux, des cours immenses. Timur fit venir des architectes de Perse, des mosaïstes de Samarcande, des calligraphes de Bagdad pour décorer ses monuments. Il créa des jardins paradisiaques, inspirés des descriptions coraniques du paradis, avec des canaux, des fontaines, des pavillons, des vergers remplis de fruits exotiques. Il encouragea les savants, protégea les poètes, collectionna les manuscrits. Sa bibliothèque personnelle contenait des milliers d'ouvrages, en arabe, en persan, en turc, en mongol, sur tous les sujets, histoire, philosophie, astronomie, médecine, géographie. Timur lui-même n'était pas un intellectuel. Il était probablement illettré, ou peu lettré, comme beaucoup de guerriers de son époque. Mais il comprenait le pouvoir de la culture, le prestige associé au mécénat artistique et scientifique. Il voulait que son nom soit associé non seulement à la guerre, mais aussi à la civilisation. Il voulait que Samarcande soit une nouvelle Bagdad, une nouvelle Damas, un centre rayonnant de culture islamique. Et dans une certaine mesure, il réussit. Sous son règne et celui de ses successeurs, Samarcande devint un foyer intellectuel, attirant des savants de tout le monde musulman. L'astronomie, les mathématiques, la poésie, la miniature fleurirent. Le petit-fils de Timur, Ulugh Beg, fut lui-même un astronome de renom, qui fit construire un observatoire à Samarcande et calcula avec une précision remarquable la durée de l'année solaire. Mais cette efflorescence culturelle reposait sur des fondations fragiles. Elle était financée par le pillage, soutenue par l'esclavage, menacée par les guerres intestines qui déchiraient la famille de Timur. À la mort de Timur,
La plupart des artistes et des savants qu'il avait rassemblés à Samarcande furent dispersés, tués ou réduits en esclavage par les princes rivaux qui se disputaient son héritage. Les monuments qu'il avait fait construire tombèrent en ruine, faute d'entretien. Les jardins paradisiaques furent abandonnés, leurs canaux ensablés, leurs arbres desséchés. Samarcande déclina, perdant son statut de capitale pour redevenir une ville provinciale sur une route de la soie elle-même en déclin, concurrencée par les routes maritimes ouvertes par les Européens. L'héritage de Timur est donc profondément ambigu. D'un côté, il fut l'un des conquérants les plus brillants de l'histoire, un stratège militaire hors pair, un bâtisseur visionnaire qui créa des chefs-d'œuvre architecturaux. De l'autre, il fut responsable de massacres d'une ampleur terrifiante, de destructions qui retardèrent le développement de régions entières pour des siècles. Certaines estimations avancent un bilan humain se chiffrant en dizaines de millions de victimes, soit environ 17 millions de personnes, un bilan comparable à celui de Gengis Khan ou d'Hitler. Des villes entières disparurent de la carte, des cultures furent détruites, des peuples réduits en esclavage. Et pourtant, dans certaines régions, notamment en Asie centrale, Timur est encore vénéré comme un héros national, le fondateur d'une grandeur éphémère mais éclatante. Comment expliquer cette fascination persistante pour Timur? Pourquoi son nom continue-t-il de résonner 600 ans après sa mort? Plusieurs raisons peuvent être avancées. D'abord, Timur incarne une figure archétypale, celle du conquérant surhumain, de l'homme qui défie les dieux et les lois, qui plie le monde à sa volonté. Dans toutes les cultures, de tels hommes exercent une fascination morbide. Alexandre le Grand, Jules César, Gengis Khan, Napoléon, Hitler. Ils révèlent les potentialités extrêmes de l'humanité, le génie et la folie, la grandeur et l'horreur. Ensuite, Timur représente une époque charnière, la fin du Moyen Âge et l'aube de la modernité. Il fut l'un des derniers conquérants nomades, une figure archaïque dans un monde qui commençait à se transformer. Après lui, les empires seraient bâtis non plus par des hordes de cavaliers, mais par des États centralisés, des armées professionnelles, des bureaucraties efficaces, des technologies nouvelles. Enfin, Timur symbolise l'ambiguïté de la civilisation elle-même. Il montre que culture et barbarie ne s'excluent pas, que l'on peut être à la fois un mécène éclairé et un massacreur impitoyable, que les plus belles réalisations humaines peuvent être financées par les pires atrocités. Les récits sur Timur ont voyagé loin au-delà de son empire. En Europe, on le connaissait sous le nom de Tamerlan, déformation du persan Timur Ilang. Les chroniqueurs européens, fascinés et horrifiés, racontaient ses conquêtes, amplifiant souvent sa cruauté pour effrayer ou émerveiller leurs lecteurs. Il devint une figure de légende, un roi païen mystérieux, un fléau envoyé par Dieu. Christopher Marlowe, dramaturge anglais, écrivit une pièce célèbre, Tamerlan le Grand, au XVIe siècle, dépeignant Timur comme un conquérant ambitieux et cruel, mais aussi charismatique et fascinant. Cette pièce popularisa l'image de Tamerlan en Europe, en faisant un symbole de la démesure humaine, de l'orgueil qui défie les dieux. Dans le monde musulman, la mémoire de Timur est plus complexe. Il est à la fois admiré et détesté. Admiré pour son génie militaire, sa piété affichée, son mécénat culturel. Détesté pour les massacres qu'il infligea à des populations musulmanes, pour la destruction de villes saintes, pour son arrogance. Les historiens persans, comme Sharaf ad-Din Ali Yazdi, auteur du Zafarnama, livre des victoires, écrivirent des chroniques laudatives, présentant Timur comme un héros, un souverain juste, un défenseur de l'islam. Mais d'autres auteurs, notamment arabes, le décrivirent comme un tyran, un destructeur, un hérétique. Cette dualité persiste aujourd'hui. En Ouzbékistan, pays moderne dont la capitale, Tachkent, se trouve non loin de Samarcande,
Timour est célébré comme le père de la nation, le fondateur d'un empire glorieux. Des statues de Timour ornent les places publiques, son portrait figure sur les billets de banque, son nom est donné à des rues, des écoles, des universités. Mais dans d'autres pays, notamment en Iran, en Irak, en Inde, sa mémoire est associée à la destruction et à la souffrance. Timour était-il un génie militaire? Indiscutablement. Ses campagnes témoignent d'une maîtrise tactique et stratégique exceptionnelle. Il comprenait l'importance de la rapidité, de la surprise, de la concentration des forces. Il savait exploiter les divisions de ses ennemis, corrompre leurs alliés, semer la peur avant même d'engager le combat. Il innovait constamment, adaptant les techniques militaires mongoles, incorporant des éléments persans, indiens, arabes. Il utilisait des espions, des agents doubles, des saboteurs. Il pratiquait la guerre psychologique, utilisant la terreur comme une arme. Ses armées étaient disciplinées, bien organisées, motivées par l'appât du butin et la loyauté personnelle envers leur chef. Il savait déléguer, confiant des commandements à des généraux compétents, mais gardant toujours le contrôle final. Pourtant, Timur avait aussi des faiblesses. Son empire était fragile, basé sur sa personne, sans institutions solides. Il n'avait pas de système de succession clair, ce qui garantissait des guerres civiles à sa mort. Sa cruauté, bien que stratégique, lui aliéna de nombreuses populations qui, même soumises, restaient hostiles. Sa politique de terreur empêchait la stabilisation de son empire, car les régions conquises étaient trop dévastées, trop ressentimenteuses pour être intégrées durablement. Enfin, son ambition démesurée le poussait à entreprendre des campagnes irréalistes, comme l'invasion de la Chine, qui aurait probablement échoué même s'il avait vécu assez longtemps pour la mener à bien. Comparer Timur à d'autres conquérants est instructif. Gengis Khan, son modèle, fut également cruel, mais il construisit un empire qui dura plus de 150 ans, un empire doté d'institutions, de lois, d'un système postal efficace, d'une administration relativement fonctionnelle. Alexandre le Grand conquit un territoire encore plus vaste, mais il chercha à fusionner les cultures grecques et perses, à créer un empire multiculturel, même si ses efforts furent inachevés. Napoléon, conquérant moderne, imposa le code civil, abolit le féodalisme, modernisa l'administration des pays qu'il conquit, même si son empire s'effondra également. Timur, lui, ne laissa aucune institution durable, aucune réforme administrative, aucune fusion culturelle. Son empire était une structure éphémère, destinée à disparaître avec lui. Peut-on trouver quelque chose de positif dans l'héritage de Timur ? C'est une question difficile, moralement inconfortable. D'un point de vue purement esthétique, les monuments qu'il fit construire sont magnifiques, des chefs-d'œuvre d'architecture qui enrichissent le patrimoine mondial. D'un point de vue culturel, le mécénat des Timourides favorisa une renaissance artistique et scientifique en Asie centrale, même si elle fut brève. D'un point de vue historique, Timur joua un rôle dans la reconfiguration du Moyen-Orient et de l'Asie centrale, détruisant certaines structures politiques obsolètes, ouvrant la voie à de nouvelles dynamiques. Mais ces bénéfices, s'ils existent, doivent être pesés contre les millions de morts, les destructions incalculables, les souffrances infligées. L'histoire de Timour nous confronte à des questions fondamentales sur la nature humaine, le pouvoir, la violence, la civilisation. Sommes-nous capables de grandeur sans cruauté ? La culture peut-elle s'épanouir sans exploitation ? Les conquérants sont-ils des héros ou des criminels ? Les réponses dépendent de nos valeurs, de notre époque, de notre perspective. Pour les victimes de Timour, il était un monstre, un démon incarné. Pour ses soldats, il était un chef glorieux qui les menait à la victoire et au butin. Pour ses courtisans, il était un mécène généreux, protecteur des arts et des sciences. Pour nous, 6 siècles plus tard, il est une figure complexe, fascinante et repoussante,
un miroir de nos propres contradictions. Dans les dernières années de sa vie, Timur était obsédé par sa postérité. Il fit rédiger des chroniques de ses conquêtes, ordonna la construction de monuments à sa gloire, accumula des trésors pour impressionner les générations futures. Il voulait être immortel, pas seulement dans la mémoire, mais dans la pierre, dans les livres, dans les légendes. Et en un sens, il a réussi. Son nom traverse les siècles, évoquant immédiatement des images de conquête et de terreur. Des historiens, des romanciers, des cinéastes continuent de raconter son histoire, de débattre de son héritage, de tenter de comprendre qui il était vraiment. Mais peut-on vraiment comprendre Timur ? Peut-on saisir la psychologie d'un homme qui ordonnait le massacre de dizaines de milliers de personnes, puis pleurait devant un poème sublime ? Qui construisait des mosquées somptueuses, puis profanait celles de ses ennemis ? Qui se disait le serviteur d'Allah, puis agissait comme un dieu vengeur ? Les sources historiques, fragmentaires et biaisées, ne nous donnent que des aperçus partiels. Les chroniques officielles glorifient Timur, occultant ou justifiant ses crimes. Les récits des victimes, rares et souvent traumatisés, amplifient peut-être son horreur. La vérité, comme toujours, se situe quelque part entre les deux, insaisissable, complexe, dérangeante. Ce que nous savons, c'est que Timur fut un homme de son temps et de son lieu. Il naquit dans un monde violent, où la force était la seule loi, où les faibles périssaient et les forts dominaient. Il grandit entouré de guerres, de trahisons, de massacres. Il apprit très tôt que pour survivre, il fallait être plus impitoyable que ses ennemis, plus rusé, plus ambitieux. Mais il transcenda aussi son époque. Il ne se contenta pas de survivre. Il voulut dominer, conquérir, laisser une marque indélébile sur le monde. Et il y parvint, au prix d'un bain de sang sans précédent. L'ironie de l'histoire est que Timur, qui voulait tant être immortel, n'a laissé qu'un empire éphémère et des montagnes de cadavres. Ses descendants se disputèrent son héritage. Son empire se fragmenta. Ses conquêtes furent oubliées ou annexées par d'autres. Samarcande, sa capitale bien-aimée, déclina pour devenir une ville provinciale, avant d'être redécouverte au XXe siècle par les archéologues et les touristes. Aujourd'hui, les visiteurs admirent les monuments timourides, photographient les mosaïques bleues du Réghistan, s'émerveillent devant le mausolée Gour-Amir. Mais combien d'entre eux connaissent vraiment l'histoire de Timur, le prix payé pour ses beautés architecturales ? Combien réalisent que chaque brique, chaque mosaïque a été posée par des esclaves déportés de villes conquises, que chaque jardin a été arrosé par le sang des vaincus ? Le XIVe siècle fut une époque de bouleversement. La peste noire décima l'Europe et l'Asie, tuant un tiers de la population mondiale. Les empires s'effondraient, de nouvelles puissances émergeaient. Les Mongols, qui avaient dominé l'Eurasie pendant plus d'un siècle, perdaient leur emprise. Les Ottomans montaient en puissance à l'ouest, les Ming consolidaient leur règne en Chine, les sultanats indiens luttaient pour leur survie. Dans ce monde en mutation, Timur apparut comme un phénomène anachronique, un retour des hordes nomades, une résurgence de la terreur mongole. Il fut le dernier grand conquérant nomade, le dernier à bâtir un empire par la seule force de sa volonté et de son épée. Après lui, les conquêtes seraient le fait d'États organisés, d'armées professionnelles, de technologies avancées. Les cavaliers des steppes, les archers montés, les hordes mobiles appartenaient désormais au passé. Pourtant, dans certaines régions, la mémoire de Timur reste vivace. En Asie centrale, son nom évoque la fierté nationale, l'âge d'or perdu, la grandeur passée. Les dirigeants de pays comme l'Ouzbékistan instrumentalisent son héritage pour légitimer leur pouvoir, pour mobiliser le nationalisme, pour se présenter comme les héritiers d'une tradition glorieuse. Ils construisent des statues,
organise des commémorations, enseigne aux enfants que Timur fut un grand homme, un héros, un bâtisseur. Il passe sous silence ou minimise les massacres, les destructions, la cruauté. L'histoire est réécrite, embellie, mythifiée. Timur devient une icône, un symbole, plus un homme. Cette mythification de Timur n'est pas unique. Toutes les sociétés réécrivent leur histoire, sélectionnant certains événements, oubliant d'autres, transformant des personnages historiques en héros ou en monstres selon les besoins du moment. Napoléon, responsable de millions de morts, est vénéré en France comme un génie militaire et un modernisateur. Gengis Khan, dont les conquêtes tuèrent des dizaines de millions de personnes, est célébré en Mongolie comme le père de la nation. Alexandre le Grand, qui détruisit des villes et massacra des populations, est admiré en Occident comme un conquérant visionnaire. Pourquoi Timur serait-il différent ? Chaque société a besoin de héros, de figures qui incarnent la grandeur, la puissance, la réussite, même si ces figures ont commis des actes que nous jugerions aujourd'hui criminels. Mais il existe une tension fondamentale entre la vérité historique et le mythe national. Les historiens ont la responsabilité de décrire les événements tels qu'ils se sont produits, sans embellir, sans censurer. Ils doivent rappeler que Timur ordonna le massacre de populations entières, que ces pyramides de crânes n'étaient pas des métaphores, mais des réalités horribles, que sa grandeur architecturale reposait sur l'exploitation et l'esclavage. Mais ils doivent aussi comprendre le contexte, éviter l'anachronisme, ne pas juger le passé selon les valeurs du présent. Le XIVe siècle n'était pas le XXIe. La notion de droit de l'homme n'existait pas. La guerre était brutale, la vie humaine comptait peu. Timur était cruel, mais pas plus que beaucoup de ses contemporains. Ce qui le distingue, c'est l'échelle de sa cruauté, son efficacité, sa systématisation. Qu'aurait pensé Timur s'il avait pu voir le monde moderne ? Aurait-il été fier de son héritage, des monuments qui portent son nom, des livres qui racontent ses exploits ? Ou aurait-il été horrifié de constater que son empire n'a duré qu'une génération, que ses conquêtes ont été oubliées, que son nom évoque surtout la terreur et la destruction ? Nous ne le saurons jamais. Ce que nous savons, c'est que Timur vécut pour la gloire, la conquête, l'immortalité. Il sacrifia tout à cette ambition, sa santé, ses scrupules moraux, des millions de vies humaines. Il obtint une forme d'immortalité, mais pas celle qu'il espérait. Il est immortel non comme un héros, mais comme un avertissement, un exemple des dangers de l'ambition sans limite, du pouvoir sans contrôle, de la violence sans frein. L'histoire de Timur est aussi l'histoire de l'Asie centrale au XIVe siècle, une région souvent oubliée dans les récits occidentaux de l'histoire mondiale. Cette région, carrefour entre l'Orient et l'Occident, entre les steppes nomades et les civilisations sédentaires, entre l'islam et le bouddhisme, joua un rôle crucial dans l'histoire humaine. La route de la soie, qu'il a traversée, permit des échanges non seulement de marchandises, mais aussi d'idées, de technologies, de religions. Les grandes villes d'Asie centrale, Samarcande, Boukhara, Hérat, Merv, furent des centres intellectuels où se croisaient des savants arabes, persans, indiens, chinois. C'est là que furent traduites les œuvres grecques qui permirent la Renaissance européenne, que furent inventées des techniques mathématiques qui révolutionnèrent la science, que furent écrites des œuvres littéraires qui influencèrent des générations d'écrivains. Mais cette région fut aussi le théâtre de violences inouïes. Les invasions mongoles du XIIIe siècle détruisirent des villes millénaires, massacrèrent des populations entières, anéantirent des cultures florissantes. Timur, un siècle plus tard, répéta ces atrocités, achevant ce que Gengis Khan avait commencé. L'Asie centrale ne se remit jamais complètement de ses traumatismes. Elle perdit son rôle de carrefour commercial et culturel
au profit des routes maritimes ouvertes par les Européens. Elle fut conquise successivement par les Ouzbeks, les Perses, les Russes, ne retrouvant son indépendance qu'au XXe siècle, après l'effondrement de l'Union soviétique. Aujourd'hui, les pays d'Asie centrale, Ouzbékistan, Kazakhstan, Tadjikistan, Turkménistan, Kirghizistan, cherchent à redécouvrir leur histoire, à renouer avec leur héritage culturel, à trouver leur place dans le monde moderne. Et dans cette quête identitaire, Timur occupe une place centrale, ambiguë, controversée. Le tombeau de Timur, le mausolée Gour-e-Amir à Samarcande, est devenu un lieu de pèlerinage, une attraction touristique, un symbole national. Les visiteurs viennent du monde entier pour contempler la tombe du conquérant, admirer l'architecture timouride, photographier les coupoles turquoises. À l'intérieur du mausolée, sous une pierre tombale en jade vert, reposent les restes de Timur. Les fouilles de 1941 confirmèrent qu'il était bien boiteux, avec une jambe droite plus courte, des lésions osseuses causées par ses blessures de jeunesse. Les anthropologues reconstituèrent son visage, révélant les traits d'un homme aux pommettes hautes, au nez aquilin, aux yeux enfoncés, un visage dur, marqué par les guerres, mais aussi intelligent, volontaire. Ce visage nous rappelle que Timur fut un homme réel, pas seulement une figure légendaire, un homme qui vécut, souffrit, tua, construisit, rêva. En regardant ce visage reconstitué, on ne peut s'empêcher de se demander ce qui animait cet homme. Qu'est-ce qui poussait un boiteux d'un village obscur à vouloir conquérir le monde? Était-ce l'ambition pure, le désir de compenser ses humiliations de jeunesse, la volonté de prouver sa valeur? Était-ce une vision messianique, la conviction d'être élu par Dieu pour restaurer l'empire mongol? Était-ce simplement l'amour de la guerre, le plaisir sadique de dominer, de détruire, de terroriser? Probablement un mélange de tout cela, et plus encore. Timur était un homme complexe, contradictoire, insondable. Il était à la fois un guerrier brutal et un mécène raffiné, un musulman pieux et un massacreur impitoyable, un génie militaire et un tyran paranoïaque. Les derniers mots attribués à Timur sont révélateurs. Sur son lit de mort, entouré de ses fils qui se disputaient déjà son héritage, il aurait dit « J'ai été le fléau de Dieu. Là où je suis passé, l'herbe ne pousse plus. » Cette phrase, probablement apocryphe, résume la conscience qu'avait Timur de son rôle historique. Il savait qu'il était un destructeur, que son passage laissait des ruines. Mais il revendiquait ce rôle, se présentant comme un instrument divin, un châtieur envoyé pour punir les pécheurs. Cette vision messianique, commune à beaucoup de conquérants, permettait à Timur de justifier ses actes, de se convaincre qu'il accomplissait une mission supérieure, qu'il n'était pas responsable de ses crimes, mais obéissait à une volonté divine. Pourtant, rien ne prouve que Timur fût vraiment croyant. Ses contemporains notaient qu'il était peu pratiquant, qu'il buvait du vin malgré l'interdiction coranique, qu'il consultait des astrologues et des chamans autant que des oulémas. Il utilisait la religion comme un outil politique, se présentant comme le défenseur de l'islam pour mobiliser ses troupes et justifier ses conquêtes, mais sans conviction profonde. Sa foi était probablement superficielle, mêlée de superstitions nomades, de pragmatisme politique, de cynisme. Comme beaucoup d'hommes de pouvoir, il croyait surtout en lui-même, en sa destinée, en sa force. Le reste n'était que décorum, propagande, manipulation. L'héritage intellectuel de Timur est mince. Il ne laissa aucun écrit personnel, aucune réflexion philosophique, aucune théorie politique. Les chroniques rédigées sous son règne sont des hagiographies, des récits de conquêtes, des listes de batailles et de butins. Elles ne révèlent rien de la pensée de Timur, de ses doutes éventuels, de ses motivations profondes. Contrairement à des conquérants comme Jules César ou Napoléon,
qui laissèrent des mémoires, des lettres, des réflexions, Timur reste muet. Nous ne connaissons que ses actes, pas ses pensées. Cette absence de voix personnelle rend encore plus difficile la compréhension de l'homme derrière le mythe. Mais peut-être cette absence est-elle révélatrice. Timur n'était pas un penseur, un philosophe, un visionnaire politique. Il était un homme d'action, un guerrier, un conquérant. Ses idées, s'il en avait, étaient simples. Conquérir, dominer, construire un empire à la gloire de son nom. Il n'avait pas de projet civilisationnel, pas de vision d'un ordre mondial nouveau, pas d'utopie à réaliser. Il voulait simplement être le plus puissant, le plus craint, le plus glorieux. Et pendant un temps, il y parvint. Mais cette gloire était creuse, fondée sur la peur et la violence, destinée à s'effondrer dès que la main de fer qui la maintenait se relâcherait. Aujourd'hui, 600 ans après sa mort, que reste-t-il de Timur? Des monuments en ruine, quelques livres d'histoire, une légende sanglante. Son empire a disparu, ses conquêtes ont été oubliées ou annexées par d'autres. Les villes qu'il détruisit furent reconstruites, les populations qu'il massacra furent remplacées. La vie continua, comme elle continue toujours après les catastrophes. Le monde tourna sans lui, indifférent à sa grandeur éphémère. Seule subsiste une question, lancinante, dérangeante. Pourquoi racontons-nous encore cette histoire? Pourquoi Timur fascine-t-il toujours, 6 siècles plus tard? Peut-être parce que son histoire, bien que lointaine, résonne encore avec notre présent. Les questions qu'elle soulève sont intemporelles. Comment des hommes ordinaires deviennent-ils des monstres? Qu'est-ce qui pousse à la conquête, à la domination, à la violence? Peut-on séparer la grandeur culturelle de la barbarie militaire? La fin justifie-t-elle les moyens? Ces questions n'ont pas de réponse simple. Elles nous confrontent à l'ambiguïté fondamentale de la condition humaine, à notre capacité simultanée de créer et de détruire, d'aimer et de haïr, de construire et de démolir. L'histoire de Timur est aussi un avertissement. Elle nous rappelle que les sociétés humaines sont fragiles, que la civilisation est une conquête précaire, toujours menacée par le retour à la violence, au chaos, à la loi du plus fort. Elle nous montre ce qui peut arriver quand un homme, doté de talents exceptionnels mais dépourvu de scrupules, accède à un pouvoir absolu. Elle illustre les dangers de l'ambition sans limite, du nationalisme agressif, de la glorification de la force. Ces leçons restent pertinentes aujourd'hui, dans un monde où les tentations autoritaires, les nationalismes exacerbés, les cultes de la personnalité n'ont pas disparu. Mais il serait injuste de réduire Timur à un simple monstre ou à une simple leçon morale. Il fut aussi un homme de son temps, produit d'une époque et d'un lieu spécifiques. Comprendre Timur nécessite de comprendre le XIVe siècle asiatique, la mémoire traumatique des invasions mongoles, la fragmentation politique de l'Asie centrale, les codes guerriers des nomades turco-mongols. Replacé dans son contexte, Timur apparaît non comme une anomalie, mais comme l'expression extrême de dynamiques historiques profondes. La rivalité entre nomades et sédentaires, la quête de légitimité dynastique, la compétition pour le contrôle de la route de la soie, la tension entre l'idéal islamique de justice et la réalité politique de la force. L'historiographie moderne a tenté de réévaluer Timur, de dépasser les jugements moraux simplistes, de le comprendre dans toute sa complexité. Certains historiens soulignent son rôle dans la transmission culturelle, le fait qu'il préserva et diffusa des connaissances, qu'il protégea des savants, qu'il encouragea les arts. D'autres insistent sur sa responsabilité dans des destructions massives, des pertes irréparables de patrimoine culturel, des traumatismes collectifs dont certaines régions ne se sont jamais remises. Les deux perspectives sont vraies. Timur fut simultanément un destructeur et un constructeur,
un barbare et un mécène, un génie et un monstre. Cette dualité est inconfortable, mais elle est au cœur de l'histoire humaine. En fin de compte, l'histoire de Timur nous invite à la réflexion, à la nuance, à l'humilité. Elle nous rappelle que l'histoire n'est pas un récit simple de progrès linéaire, de héros et de vilains, de bien et de mal clairement délimités. Elle est complexe, contradictoire, souvent tragique. Elle est faite de grandeurs et de misères, de création et de destruction, de rêves et de cauchemars. Timur incarne cette complexité. Il fut un homme qui rêva de grandeur et laissa des montagnes de cadavres. Il construisit des palais magnifiques sur des fondations de sang. Il se voulait immortel et le devint, mais d'une immortalité ambiguë, mêlée d'admiration et d'horreur, de fascination et de répulsion. Lorsque la nuit tombe sur Samarcande, lorsque les lumières s'éteignent sur le Réghistan, lorsque le silence enveloppe le mausolée Gour-e-Amir, on peut presque entendre l'écho des sabots des chevaux de Timur, le cliquetis des épées, les cris des victimes. Mais on peut aussi entendre le murmure des savants dans les madrassas, le chant des poètes dans les jardins, le rire des marchands dans les bazars. Ces deux Samarcandes coexistent, la cité de terreur et la cité de beauté, l'héritage de destruction et l'héritage de culture. Elles sont indissociables, face et revers d'une même médaille, produit d'un même homme, Timur le boiteux, Tamerlan le conquérant, le fléau de l'Orient et le bâtisseur de Samarcande. Son histoire, racontée et re-racontée pendant 600 ans, continuera d'être racontée tant qu'il y aura des êtres humains pour s'interroger sur leur nature, leur histoire, leur capacité de grandeur et de cruauté. Elle continuera de fasciner parce qu'elle touche à quelque chose de fondamental en nous, une part sombre mais réelle de la condition humaine. Elle continuera d'horrifier parce qu'elle nous montre jusqu'où un homme peut aller dans la violence, la destruction, l'indifférence à la souffrance d'autrui. Et elle continuera de nous interpeller, nous forçant à nous demander « Qu'aurions-nous fait à sa place ?» Aurions-nous résisté aux tentations du pouvoir absolu ? Aurions-nous eu le courage de choisir la compassion plutôt que la force, la justice plutôt que la victoire ? Ces questions n'ont pas de réponse simple. Mais les poser, c'est déjà reconnaître la complexité de l'histoire, la difficulté du jugement moral, l'importance de se souvenir non pour glorifier ni pour condamner, mais pour comprendre. L'histoire de Timur, comme toutes les grandes histoires historiques, n'est pas un récit à fin heureuse, ni un conte moral édifiant. C'est un miroir tendu à l'humanité, reflétant nos contradictions, nos ambitions, nos échecs, nos réussites éphémères. Et tant que ce miroir continuera de nous montrer ce que nous sommes capables d'être, dans notre grandeur et notre horreur, l'histoire de Tamerlan restera pertinente, troublante, inoubliable.